Bonsoir à toutes et à tous, bonne et heureuse année, première rétrospective de 2026, un plaisir de vous retrouver et de retrouver Badis Renissa, mon acolyte expert en relations internationales pour faire la rétrospective de la semaine et de ce début d'année. Bonsoir Badis, bonne année à toi. Bonsoir Nabila, meilleurs vœux, bonne année, santé, prospérité, réussite et bonheur. Merci et beaucoup de santé également, c'est le plus important. On va commencer cette rétrospective avec ce qui a marqué la fin d'année, le discours du président de la République à la nation, où il a un petit peu planté le décor et il a posé les grandes orientations pour 2026. Alors, la poursuite des réformes économiques, l'investissement productif, la modernisation des infrastructures, l'emploi. Maintenant, il s'agit de concrétiser tout cela sur le terrain. Tout à fait. D'ailleurs, Nabila, le président de la République, dans sa démarche, qui est un rituel, c'est aussi exposer en toute transparence non seulement le bilan, mais aussi les perspectives d'avenir, à savoir l'année 2026, qui s'annonce, ma foi, radieuse, rayonnante, puisqu'il y a effectivement un projet économique, un projet de société. Le président de la République, à travers ce discours, où il s'est adressé finalement par le biais des deux chambres au peuple algérien, c'est pour dire effectivement que d'abord, il faut combattre le discours pessimiste, il faut avoir de l'espoir et il faut aussi concrétiser avec du factuel que nous vivons, Nabila, on ne peut pas le contester depuis quelques années déjà. En tout cas, au lendemain de l'élection du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, on voit vraiment des choses bouger, les lignes notamment, parfois même où il y avait une certaine rigidité, on voit une flexibilité aujourd'hui. Donc, mais à souligner également que le président lui-même l'avait dit, qu'il y avait une certaine résistance au niveau de l'exécutif. Tout à fait, et c'était prévisible. C'est-à-dire qu'on appelle de la résistance parce qu'il y a une émergence d'une nouvelle vision, notamment dans laquelle, vous l'aurez compris, en tout cas le public l'aura compris, c'est qu'on est dans l'export et non pas dans tout import, on est dans l'économie diversifiée, on est dans la sortie de la rente pétrolière et des hydrocarbures. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des lignes qui ont bougé, parfois d'une manière radicale, et il le fallait. Donc c'est aussi un réengagement du président dans un cadre de pacte moral ou pacte social ou même pacte politique envers nos concitoyennes et concitoyens et compatriotes y compris, puisqu'ils ont été aussi cités, à savoir la communauté nationale établie à l'étranger. C'est aussi parler de souveraineté économique, parce que nulle de souveraineté politique sans la souveraineté économique. Donc le président de la République, là aussi, a tracé des lignes depuis quelque temps déjà. L'Algérie est sur les bons rails, les réformes sont en cours. Et effectivement, lui-même le dit, c'est que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'engagement aussi, de détermination, sur lequel il s'adonne à fond avec l'exécutif, mais y compris aussi les collectivités, les wilayas. Donc c'est un travail vraiment de transversalité dans laquelle on a besoin effectivement de s'engager, mais surtout de s'aligner avec cette nouvelle vision, cette nouvelle doxa économique, cette doxa sociale aussi, puisque le président met en exergue le caractère social de l'Algérie. En 2026, le pouvoir d'achat est préservé, l'inflation est, je dirais, réduite. Donc autant d'éléments qui font que nous gardons espoir pour cette nouvelle année, encore une fois, qui s'annonce rayonnante, mais surtout qui s'annonce au diapason des enjeux et les défis, qu'ils soient économiques, géopolitiques, puisqu'il a parlé aussi de la diplomatie réelle, la constance, la cohérence, notamment notre diplomatie quant aux causes justes à titre d'exemple, mais pas que. C'est-à-dire que même si l'Algérie sort, est en fin de mandat de son mandat d'observateur au Conseil de sécurité, elle reste néanmoins engagée pour porter la voix des sans-voix. Et cette semaine, ce début de semaine a été également marqué par un autre sujet marquant, à savoir l'augmentation des prix du carburant et le projet du nouveau code de la route qui a suscité des interrogations au sein de la société. Les autorités, elles, mettent en avant des objectifs de sécurité routière et rationalisation des ressources. Nabila, écoute, sécurité routière égale sécurité nationale. Il est temps d'endiguer effectivement d'une manière factuelle, d'une manière avec un arsenal juridique, à savoir cette loi, pour anéantir ce terrorisme des routes. Il faut rappeler que des milliers de personnes meurent chaque année. Les cas tombés. En règle générale, l'élément majeur, le premier, c'est la vitesse. C'est, je dirais, la désinvolture notamment des conducteurs, y compris certains, ou moi-même, et toi-même, je pense qu'en conduisant, on voit bien ce délitement, notamment en matière de la conduite, la façon de conduire, l'état, par exemple, des bus, l'état de technique, notamment des camions, certains camions qui n'ont plus de frein. Donc on voit bien qu'il y a lieu de vraiment répondre, je veux dire, avec un arsenal juridique, mais surtout aussi y répondre d'une manière structurée et méthodique. Donc ce code de la route vient à un point nommé, à la demande du président de la République. Le ministre des Transports
a fait un peu plus de pédagogie pour expliquer, peut-être pourquoi pas calmer les inquiétudes légitimes de certains, notamment les transporteurs, pour dire que cette loi n'est pas contre vous, elle est là pour protéger nos concitoyennes et concitoyens, y compris vous, les On conducteurs. rappelle que le facteur humain est la première cause des accidents en Algérie. Tout à fait, la vitesse en l'occurrence. Et puis on revient sur l'augmentation effectivement des hydrocarbures à la pompe, à la station. Et là aussi, le ministre des Hydrocarbures et des Mines a fait de la pédagogie, a expliqué le pourquoi du comment. Absolument, de cette décision. absolument. Mais j'aimerais juste m'attarder sur un point très important, c'est que cette augmentation, d'abord, elle ne reflète toujours pas le coût réel des hydrocarbures, notamment à la pompe d'essence. Donc c'est l'État qui continue toujours à absorber ce gap, cette différence, pour justement préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Et puis, comme toute chose, on a besoin effectivement de charges, puisque raffiner l'hydrocarbure aujourd'hui, je rappelle, Nabila, il y a quelques années en arrière, nous l'importons, oui. Cette essence, ce diesel raffiné de l'étranger. Aujourd'hui, on le fait par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Mais pour cela, il y a un coût qui est généré, qui reste, ma foi, supporté majoritairement par l'État pour, encore une fois, protéger le citoyen. Donc, je pense, si je peux me permettre, je vais parler au nom du peuple, le souci était juste que ça n'a pas été annoncé en amont. Je pense que c'était plutôt ça, le souci pour le citoyen algérien. Problème de communication, de timing peut-être, effectivement, mais encore une fois, avec un peu de pédagogie, comme tu disais tout à l'heure, et le ministre des Hydrocarbures et le ministre des Transports s'y sont remédiés, et je pense que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Et sur le plan international, tu aimes bien ça, hein, Baptiste Renissa, expert en relations internationales. On va parler du Venezuela. Les taux se resserrent autour du président Nicolas Maduro. Sur le plan régional, c'est problématique, les inquiétudes sont là. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela? C'est quoi cette crise? Alors, c'est un glissement sémantique, Nabila. C'est d'abord sur le côté sécuritaire, sur le côté de souveraineté. On a le droit de s'interroger aujourd'hui, après ce qui s'est passé, sur la véracité, le droit international et sa légitimité, tout simplement, sa crédibilité. Est-ce qu'il est fait pour les faibles? Est-ce qu'il est fait pour les forts? Est-ce qu'il est fait pour l'un ou l'autre, ou même pour personne? Donc il y a des interrogations majeures d'un point de vue géopolitique qui se posent. Il y a aussi cette question sur la territorialité, l'intégrité et la souveraineté des États. On est qui pour juger qui est légitime et qui ne l'est pas? Quel régime est légitime et qui ne l'est pas? Et en plus, par le passé, les précédents que nous avons pu observer, nous avons vu que les changements de régime par la force mènent toujours vers le chaos. On a quelques exemples, la Syrie, la Libye, le Yémen, en Afrique également, y compris en Amérique latine. Donc on voit bien qu'effectivement là, il y a un glissement majeur, inquiétant, puisque tu l'as dit à juste titre, nous pouvons avoir des conséquences ou des ondes cataclysmiques d'un point de vue géosécuritaire, puisqu'aujourd'hui, cette transition, comment elle va s'adonner, comment elle va se structurer, sachant que le Venezuela est un pays, très grand pays, pays riche également par ses ressources, quasiment la première réserve mondiale de pétrole, mais pas que, de l'or, du lithium, des métaux rares, en l'occurrence. Mais moi, j'aimerais m'attarder rapidement sur un point, Nabila, si tu me le permets. Okay. D'abord, ce n'est pas un précédent. Il faut revenir en 89. Et d'ailleurs, je te laisse deviner quelle date. Le 3 janvier 1989, c'est-à-dire la même date à laquelle Maduro a été arrêté chez lui, dans son pays, dans son palais, avec son épouse. Tu crois que c'est un hasard? Pas du tout, puisque Trump aujourd'hui marche sur les traces de tout simplement Reagan. 1989, le 3 janvier, il fait arrêter Noriega, qui est le président du Panama. Et figure-toi que c'est pour les mêmes charges. Un chef d'État qui fait du narcotrafic et qui fait de la drogue et qui est terroriste. Donc on voit bien qu'effectivement, on est dans ce qu'on appelle la doctrine de Monroe. C'est quoi la doctrine de Monroe? Monroe, c'est un président précédent des États-Unis qui avait décrété ce principe qui consiste à dire chaque puissance coloniale doit avoir sa chasse gardée. Donc, il faut rappeler que l'Amérique latine à l'époque, c'était la France, c'était l'Espagne et autres. Donc, les États-Unis devaient garder son influence, sa puissance notamment sur ces anciennes colonies, sans pour autant avoir des interférences des anciennes puissances coloniales, à savoir l'Espagne et la France. Donc, on est dans ce schéma du président Trump qui veut effectivement asseoir, qui veut anéantir tous les éléments perturbateurs, puisque je rappelle finalement à travers aujourd'hui, à travers Maduro, c'est Cuba qui est finalement ciblé. Je rappelle que Cuba... Qui a été cité d'ailleurs hier soir. Absolument. Cuba vit en fait au crochet justement
du Venezuela. Donc, anéantir le Venezuela, c'est asphyxier Cuba. Et donc, par voie de ricochet, c'est avoir Cuba. Le président de la République, le président Trump, finalement, veut, je dirais, accomplir ce que les autres n'ont pas accompli, ses prédécesseurs. Mais c'est dangereux, on est d'accord. Très dangereux, puisqu'encore une fois, d'abord, ça donne un précédent, à savoir, c'est la loi de la force qui prime à la force de la loi, et puis surtout, c'est les puissants qui décident. Et puis surtout, les limites du multilatéralisme, puisque Trump croit dans les blocs, croit en fait aux ses propres intérêts, non pas des alliances. Donc, On voit est bien loin de qu'il la a- paix dans le monde qu'il avait promis. Hein. Absolument, il a pris une décision unilatérale, propre à lui d'ailleurs, personnelle. Je rappelle que Marco Rubio, qui est son ministre des Affaires étrangères, est lui-même d'origine cubaine, donc il a une dent contre Cuba, et qui d'ailleurs, il l'a encouragé à aller dans ce schéma. Encore une fois, c'est un schéma qui est inquiétant, du propre aveu du Conseil de sécurité, de Guterres, de toute la communauté internationale, puisqu'on l'observe d'abord avec prudence, mais surtout aussi avec inquiétude, puisqu'encore une fois, il y a un glissement sécuritaire qui risque d'arriver en Amérique latine et par voie de ricochet en Amérique du Nord. Et il y a une autre situation inquiétante, la Palestine, où les exactions sionistes se poursuivent, mais pas que. L'entité sioniste qui décide d'interdire l'accès en Palestine à 37 ONG étrangères. Là, on est face vraiment à une inquiétude humanitaire et juridique. Alors, Nabila, je ne suis pas étonné. L'entité sioniste est en phase avec son projet, un projet d'extermination des génocides. Donc, y compris, effectivement, interdire l'espace humanitaire. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quoi? C'est qu'en interdisant l'espace humanitaire, on est en train d'interdire l'espace de la preuve. Puisque ces ONG, ce sont des témoins de ces génocides. Il n'y a plus de rapport, il n'y a plus de rapport. D'ailleurs, ils disent qu'on interdit ces ONG dans 6 mois. C'est-à-dire, on essaie de gagner du temps, c'est de la manœuvre dilatoire, justement pour cacher éventuellement les crimes. Mais bon, je veux dire, c'est un génocide qui a été documenté. Ils auront du mal, en tout cas, à cacher Mais cette pas grotesque fini, c'est pas assassinat. fini. Le peuple palestinien subit encore. Subit encore. Donc, c'est un phénomène, effectivement, dans lequel les conséquences premières, ce sont les victimes et les Palestiniens, mais surtout, c'est le droit international qui est encore bafoué. Et là, on se pose la question, et je fais le parallèle avec Nicolás Maduro. Nicolás Maduro n'avait pas de mandat d'arrêt de ces pays international, et pourtant, il s'est fait arrêter. Alors que Benjamin Netanyahou a un mandat d'arrêt international. Certes, les États-Unis n'ont pas ratifié l'arrêté, mais encore une fois, ça reste un génocidaire qui est en liberté. Donc on voit ce 2 poids 2 mesures, encore une fois, de l'Occident, qui est même soutenu. Donc encore une fois, il est temps, encore une fois, d'aller de l'avant, que le Conseil de sécurité fasse son travail. Encore une fois, on revient sur la légitimité, sur la crédibilité des lois, du droit international. Et encore une fois, on parle d'un peuple à protéger, à préserver, au sens littéral du terme, à savoir leur vie. Et laissons les ONG travailler, laissons les médias entrer également pour attester, témoigner. Mais l'entité sioniste reste muette là-dessus, et le mutisme de la communauté internationale contribue également à continuer dans cet élan. Et tu parles de droit international, c'est intéressant car il y a aussi le projet de loi sioniste qui vise à introduire la peine de mort pour les Palestiniens, obligatoire pour certains Palestiniens. L'ONU dénonce bien sûr une enfreinte du droit international et du droit humanitaire. Encore une fois, ils sont en phase, ils sont en adéquation avec leur projet. Anéantir le peuple palestinien et la résistance palestinienne et tous les soutiens de cette résistance. Donc ces lois, comme il fut un temps aussi la judaïsation d'Al-Quds, ils sont dans leur rôle de colonialistes. Ils sont dans leur rôle justement de vouloir exterminer une identité au profit d'une autre, à savoir la leur, et puis instaurer le grand Israël. Mais encore une fois, moi ce qui m'inquiète, c'est la communauté internationale, car contester, condamner n'est pas agir. Et on va parler de sport, de cette CAN 2025 finalement, qui se déroule donc au Maroc. Prochain match pour l'Algérie qui accède aux 8e de finale. C'est mardi. Quelles sont tes attentes? Alors d'abord, au vu de la qualification qui était quand même assez parfaite, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, donc on s'est qualifié vraiment avec l'art et la manière. Il y a un effectif assez robuste, beaucoup de jeunes. On a vu le 3e match où Petkovic a pu faire tourner effectivement l'effectif. On a vu des pépites, on a vu même des binômes entre Haj Moussa et Boulbina, donc où il y avait vraiment un travail assez technique. Assez technique. Je suis ancien ex-joueur semi-pro, ah ben voilà. Donc je reste intéressé par le sport et surtout y compris par le foot. Donc on voit bien qu'il y a un effectif assez consolidé. Maintenant, reste à trouver les mécanismes
Le Congo, la République démocratique du Congo reste une équipe assez forte. robuste, assez résistante aussi. Se Elle a une méfier, bonne défense, il faut se méfier. On reste favori, néanmoins, encore une fois, il faut prendre le match par match et surtout aussi jouer un jeu offensif et défensif, avoir une charnière peut-être de transmission avec des meneurs de jeu que nous avons qui font le job. Et encore une fois, en toile de fond, avec des cadres de l'équipe qui peuvent permettre une certaine transmission d'expérience, puisqu'ils ont quelques coupes déjà dans leurs pieds. Et je pense que non, ça augure des choses assez positives. Et je vois bien une victoire pour l'Algérie. Allez, 3-1. Oh, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Vous me carabez, comme on dit. Allah. Alors, pour résumer, qu'est-ce que tu penses de ce début d'année? Écoute, un peu fatigué sur les rotules pour ma part, mais encore une fois, je reviens sur... il faut toujours garder l'espoir, il faut toujours sortir du pessimisme, il faut aussi sortir de cette politique de l'immédiateté. Le passif, que ce soit en Algérie ou ailleurs, est grand, donc il faut la gradualité, il faut du temps il faut laisser le temps au temps, comme on dit, et je pense qu'aujourd'hui, pour l'Algérie en tout cas, je parle pour notre cher pays et notre communauté, le président a une vision, a un projet social, sociétal, politique et économique. Il faut que chacun de nous s'inscrit dans ce sillage, s'inscrit dans cette équation, et que finalement la solution, c'est nous. Merci, c'est joliment dit. Merci Badi Srenissa de m'avoir accompagné. Je te toi. retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve également avec mon acolyte Badi Srenissa la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.